passer aux questions. Donc on va faire un petit peu d'interactivité. Donc je ne sais pas déjà qui est-ce qui... Je crois qu'il y avait une personne là-bas au milieu qui voulait poser une question. Vous vouliez poser une question tout à l'heure, non? Ah oui, on peut poser une question. Oui, oui. Bonjour, je suis arrivé un peu en retard, donc peut-être que la réponse à ma question a peut-être été donnée avant. Quel est le rapport en termes de coût de production entre le pétrole dit conventionnel et puis le pétrole facturé? On est sur un rapport de 1 à 2, 1 à 3, 1 à 4, 1 à 5 en termes de coût de production. Le rapport de coût de production, grosso modo, c'est 1 à 2. D'autres questions? Oui, bonsoir. Deux questions, une pour la France, une pour l'Algérie. Donc, y a-t-il une possibilité de faire des essais limités de 2, 3, 4, 5, 10 forages? Je pense qu'il a été fait allusion tout à l'heure aux permis qui étaient accordés en France, qui de mémoire devaient concerner 10 ou 11 minutes. Est-ce que, au nom de la rationalité et de la courbe d'apprentissage, on n'a pas intérêt, en France, l'Algérie n'a pas intérêt aussi, à apprendre à faire voir? Donc voilà, on va essayer sur 5 ou 10 puits, et voilà, au bout de 6 mois, 1 an, voilà ce qui se passe en termes de pollution à 500 mètres, à 1 kilomètre. Voilà les rendements, voilà les coûts. Donc parce que si on se voile la face et on se tient à un paradigme idéologique en disant non, on pourrait peut-être réécrire l'histoire. S'il y a 150 ans, on avait dit non à des installations électriques, où en serait-on maintenant? Et c'était certainement la même frayeur, on le sait très bien, avec l'installation du chemin de fer. Donc, voilà, à un moment, il faut aussi savoir raison garder. Est-ce qu'on n'a pas intérêt, donc, à être très pragmatique, non idéologique, et de voir étape par étape ce qui peut être fait ou pas? Merci. Je vais répondre pour la France, donc tu vas répondre. Bon, en ce qui concerne les essais limités, comme vous dites, il y a une chose que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, et là vous me rappelez cela. Il n'y a eu que 2 forages qui ont été faits jusqu'à présent dans la région d'Insalah. La semaine dernière, il y a un phénomène qui s'est manifesté à Insalah. Les gens d'Insalah élèvent des pigeons. Ils ont presque tous des pigeonniers. Et dans un quartier d'Insalah, celui qui est le plus proche de la zone dans laquelle a lieu ce forage, tous les pigeons sont morts. Les gens de la ville ont fait une expérience. Ils ont ramené un pigeon d'ailleurs dans cette zone-là. Le pigeon est mort également. Alors de 2 choses l'une, ou ils ont bu cette eau qui est polluée, ou ils ont mangé quelque chose, ou alors c'est quelque chose qui est dans l'air. Il n'y a pas 36 réponses. Et ça, c'est au niveau de 2 puits simplement. Alors imaginez des milliers de puits forés à travers la région. Maintenant, effectivement, sur un plan purement théorique, je dirais, on pourrait le faire. C'est ce que demande la population d'Insalah dans leur moratoire, c'est ce qu'ils ont demandé, qu'il y ait une confrontation d'idées. Mais le régime le refuse. Ils disent non, c'est comme ça et point final. Vous devez l'accepter, il n'y a rien à négocier, il n'y a rien à discuter. Maintenant, il y a également autre chose à noter en ce qui concerne l'Algérie. On veut s'entêter sur l'exploitation du gaz de schiste. L'Algérie a une superficie de 2,5 millions de kilomètres carrés. Sur ces 2,5 millions, le Sahara occupe 2 millions, les 4/5 du territoire. Ces 4/5 du territoire, à eux seuls, sont inondés de soleil pratiquement 365 jours par an. Donc de l'énergie solaire, il y en a en Algérie. Il y a une thèse qui a été faite par une dame dans une université allemande, et c'est cette thèse qui a donné naissance au projet que l'on appelle Desertec. Et dans cette thèse qu'a faite cette dame, ça s'appelle Madame Nadine May, elle a démontré
que sur une superficie, un carré de 258 km de côté exactement, posé au cœur du Sahara, il y aurait suffisamment d'énergie solaire pour produire toute l'énergie électrique consommée dans le monde entier. Donc, une alternative, l'alternative existe à l'exploitation du gaz de schiste, et ça, au moins, c'est une énergie qui est perpétuelle, qui est là, d'une part, et d'autre part, qui n'a aucun de tous ces inconvénients que provoquerait le gaz de schiste. Et puis, alors, dernière chose, puisque ce qui justifie, si vous voulez, enfin, comment l'État, le régime, justifie l'exploitation du gaz de schiste. Donc, il y a une chute des recettes pétrolières, il faut compenser cette chute. Bon, je dirais, vous ne le savez peut-être pas, mais la grande majorité des Algériens le savent, il y a la corruption prend au minimum 10 milliards de dollars par an qui partent à droite à gauche dans les comptes bancaires essentiellement des gens du régime. Si on mettait fin uniquement à cette corruption, l'Algérie gagnerait déjà 10 milliards, pardon, je ne sais pas ce que j'ai dit millions tout à l'heure, 10 milliards de dollars par an d'économie. Donc il y a largement de quoi couvrir la baisse des recettes. Voilà un peu Mais ceci étant, je vous dis, c'est le régime qui refuse même la confrontation des idées. Pour la France. Non mais... Le régime ne refuse pas. De quoi? Le régime ne refuse pas. Non, mais pour la France, il y a... Bon, déjà, enfin, ce qui est marrant, vous avez dit, il fallait faire 10 puits, en fait. Non, c'était 10 permis qui avaient été donnés, mais 10 permis, voilà. Mais c'est bien, enfin, parce que moi, j'avais demandé toujours qu'on dise le nombre de puits, parce que le permis, on pense toujours qu'il y a un puits, mais le permis, en fait, il y a... J'ai toujours dit, et maintenant ils l'ont dit, il y aurait autour de 15 000 puits, hein, donc c'est déjà quelque chose. Alors, mais vous avez raison, il y a eu cette question qui a été beaucoup avancée par les pétroliers de dire, laissez-nous faire des essais. On va faire des puits pour voir les réserves. On n'a rien à perdre. Mais ça pose un problème qui n'est pas abordé derrière, c'est qui va payer? Parce que les pétroliers n'ont aucun intérêt à le faire sur leur argent si derrière ils ne produisent pas. Parce que vous savez que la plus grande majorité dans le pétrole de l'investissement se fait en exploration et vous vous remboursez après avec la production. Or là, ils ne peuvent pas produire derrière puisque la fracturation hydraulique est interdite en France. Donc ils feraient juste des essais, enfin ils feraient des essais des puits pour les beaux yeux de la France, gratuitement. Donc c'est impossible. Donc on se retrouve dans une situation où l'État français paierait ces compagnies, Total et d'autres, ça coûterait à peu près 200-300 millions d'euros, ce qui n'est rien par rapport à notre déficit, je suis d'accord avec vous, mais c'est le contribuable qui paierait pour une estimation des réserves un peu plus solide. La vraie question moi, que je me pose, c'est, honnêtement, enfin, c'est 200 millions, c'est 300 millions, alors qu'on nous demande d'économiser quand même 15 milliards par an en France. Hein. On nous demande d'économiser 15 milliards. Et on le voit bien, le plan de Valls, la coupe sur les dépenses sociales, etc., pour faire ces économies. Et là, on donnerait 300 millions à des pétroliers pour aller faire des forages. Mais la vraie question que je me pose, c'est, ces 200 millions, on les donnerait à n'importe quelle entreprise. On les donne à des PME, on les donne à des gens qui font des start-up, on les donne à tous. On leur donnerait des petits montants d'argent. Ils créeraient beaucoup plus d'emplois. Ils iraient... Alors que là, ce serait juste pour estimer des réserves, alors qu'on ne les a pas estimées depuis 1970 en France, et qu'on a vécu quand même comme ça, sans être très mal non plus. Enfin, et que là, il faudrait aller voir les réserves pour... Enfin, moi, je vois très bien quel serait le scénario. Je le vois déjà, alors vous allez dire, parce que c'est le scénario qui a tout le temps été utilisé. C'est voilà, on va payer, elles vont estimer, oulala, il y a pas mal de réserves, il faut y aller. Enfin, tu vois, alors là, on va dire, oui, mais la loi est interdite. Oui, mais il y a beaucoup de réserves. Ah, on va renégocier pendant très longtemps, alternance politique, on va casser la loi, abrogation de la loi. On y va, on va forer, et puis finalement, oui, il y a un peu moins comme en Pologne. Bon, bah voilà. Vous vous souvenez ce qui s'est passé pour la Guyane en France? Souvenez-vous de ça. En Guyane, on devait avoir... Alors, si on écoutait ce que disaient les gens, la Guyane devenait le Koweït. C'était la révolution, il n'y allait plus avoir de chômage, il n'y allait plus avoir de trafic d'or, il y allait avoir du pétrole. Pétrole non conventionnel à 6000 mètres de profondeur. Là, vous avez Shell qui loue un bateau hein, pour faire une foreuse, etc. Coût du forage, 1 million de location du bateau, enfin pour de la foreuse, 1 million d'euros par jour, 1 million de dollars par jour, donc c'est très cher. Donc là, il faut y aller plein pot. Notre ministre, qui est resté très peu à l'écologie parce qu'elle a été après déboutée après cette affaire, a dit « Attendons, avant d'aller creuser, nous refaisons le code minier. Donc nous faisons des règles pour que vous puissiez forer avec des standards élevés. » Les pétroliers disent qu'est-ce que c'est que ça, on paye 1 million d'euros, blablabla, bla. Alors que bon, enfin c'est le business, hein, à un moment, on paye 1 million d'euros et tout, allons-y. Elle a changé,
ils ont été forés, ils ont fait 5 forages, 4, il n'y a rien eu, 1, il y a eu un peu, ils ont dit bon, on va repartir, on attend un an et on reviendra. Puis maintenant, ils ne reviendront plus parce que le prix est à $50. Voilà le fin mot de l'histoire. Donc vous voyez, si on est dans le même processus pour le gaz et le pétrole de schiste, bon ben voilà, ça va être, on va forer, on va juste voir, ah oui, il faut y aller à fond parce qu'on en a beaucoup. Et puis après, voilà, si on en a, c'est très bien. Donc finalement, cette méthode d'aller dire, on va juste voir pour nos réserves, c'est pour la France qu'on le fait, c'est une méthode, en fait, c'est un cheval de Troie. C'est une méthode pour casser la loi et retourner sur la technique de fracturation hydraulique. Bonsoir. Moi, je ne pense pas que pour réécrire l'histoire, monsieur, on ait besoin de se servir de l'Algérie comme cobaye. Les conséquences, hein. On ne va pas attendre d'avoir des millions de morts pour réécrire l'histoire. Et justement, j'ai entendu dans une petite vidéo que les États-Unis prédisaient dans leur grande boule de cristal une indépendance énergétique totale. Ils seraient indépendants des Moyen-Orient d'ici 2030. Alors comment prévoir une indépendance énergétique totale dans leur pays, sachant qu'ils refusent, qu'ils interdisent le fracking, et qu'ils vont finalement créer, qui vont se servir de l'Algérie. Donc est-ce qu'elle va être la poubelle de tous les États impériaux? Et qu'est-ce qui va se passer politiquement pour l'Algérie? Comment ça va se passer avec tous ces États, la France, les États-Unis, l'Angleterre? Voilà. Et ma deuxième question, est-ce qu'on a des outils juridiques pour cesser ce projet criminel? Est-ce qu'on en a de l'étranger? Parce que si on ne peut rien faire en Algérie, est-ce que de l'étranger, est-ce qu'on peut entamer des procédures? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ça existe? Voilà. Merci. Je m'excuse, la première question, je ne l'ai pas très bien saisie, mais la seconde, vous parlez du rôle de l'étranger. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais probablement parler de Total, et Total officiellement est associé à Sonatrach sur ce permis de l'ANET, celui sur lequel ont eu lieu ces forages controversés depuis 2009. Sur le site de Total, si vous allez sur Internet, vous regardez le site de Total, Total a publié une déclaration dans laquelle il est dit qu'ils sont associés sur ce permis depuis le mois de décembre 2009 à Sonatrach, et ils ont 49% de participation, plus exactement ils ont 47%, et il y a une autre petite société, Partex, qui a 2%. Or, en janvier de cette année, janvier 2015, une fois que les manifestations ont démarré à El Salah, Total a publié sur son site le même communiqué en mettant un bandeau à travers qui dit ceci, que Total n'est plus intéressé sur le permis de l'ANET depuis le mois d'avril 2014 parce que le permis est arrivé à expiration à cette date-là. Il faut savoir que les permis sont accordés pour une durée de 5 ans, qui peut être renouvelée éventuellement pour 5 autres années, etc. Et si Total, compte tenu de ce qu'ils disent eux-mêmes, sont associés à Sonatrach sur ce permis depuis le mois de décembre 2014, par conséquent, il devrait y être encore au moins jusqu'au mois de décembre 2009, il devrait être au moins jusqu'au mois de décembre 2014. Or, c'est en janvier, une fois que les manifestations ont commencé, qu'on dit on n'y est plus depuis le mois d'avril 2014. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est la raison qui est invoquée, c'est parce que le permis serait arrivé à expiration. Un permis n'arrive pas à expiration. La preuve, Sonatrach continue à explorer sur ce permis. Donc, c'est votre participation qui arrive à expiration. C'est votre contrat avec l'État donc qui est passé pour une durée de 5 ans, qui arrive à expiration. Alors, donc visiblement, il y a une magouille là derrière, parce que et puis ce qui est bizarre, c'est que justement le Total le dit en janvier 2015, alors que si on les écoute, c'est en avril 2014. Pourquoi n'ont-ils pas publié en avril 2014? Pourquoi n'ont-ils pas dit déjà à ce moment-là, nous ne sommes plus partie prenante sur le permis de l'ANET? Donc, alors quand on sait que par ailleurs, et là c'est
la haute politique, quand on sait que M. Fabius s'est rendu en 2012 en Algérie et à l'issue de ce voyage, il a déclaré que la France et l'Algérie allaient passer un accord sur l'exploitation du gaz de schiste en Algérie. Bon, l'exploitation du gaz de schiste en Algérie, qui la ferait du côté français si ce n'est Total. Donc l'association, elle existe certainement. Alors Total essaye maintenant de se rattraper en disant « Ah oui, mais on n'est pas associé sur le gaz de schiste, mais sur ce que l'on appelle le tight gas ». Le tight gas, c'est exactement la même chose. Sauf que le tight gas, c'est du gaz de schiste qui, lui, a migré. Il est allé ailleurs et il est resté dans des roches aussi dures que le schiste. Et par conséquent, ce sont exactement les mêmes méthodes qui sont utilisées. C'est uniquement grâce à la fracturation hydraulique que l'on peut produire du gaz de schiste. Alors, le Total reconnaît certaines choses, rejette d'autres. Je n'ai pas de preuves, mais je suis convaincu qu'il y a un accord plus ou moins secret qui a été passé avec la Sonatrach. C'est la Sonatrach qui est sur le devant de la scène, qui est fort, qui agit, mais qui certainement travaille pour le compte des deux sociétés. Bon, évidemment, ça ce n'est que ce que je dis moi. Je n'ai pas de preuves et je doute qu'on les trouvera. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui n'est pas normal là-dedans. Maintenant, je m'excuse pour ce qui est de la première question, je n'ai pas très bien saisi. En fait, l'Algérie comme cobaye. Qu'est-ce qui va se passer pour l'Algérie en fait? Qu'est-ce qui va se passer pour les citoyens d'El-Salah politiquement, comment ça va se passer dans l'avenir? Puisqu'il n'y a pas de moratoire, il n'y a rien. Qu'est-ce qui va se passer après, vous voulez dire Est-ce que c'est conclu? Est-ce qu'ils ont vendu l'Algérie à vie? Voilà, c'est ça la question. Là, moi je pense que je ne vois pas l'État algérien faire marche arrière pour le moment. Et je crois qu'ils vont persévérer malheureusement dans cette voie. Bon, évidemment, seuls les citoyens pourront faire changer d'avis aux décideurs. C'est une longue lutte, une lutte difficile. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus, hein. D'autant plus qu'ils ont affaire à des gens qui sont extrêmement forts dans le domaine de la manipulation, dans le domaine comme je disais tout à l'heure, de l'action pour casser tout mouvement citoyen. Malheureusement, c'est comme ça que les choses se présentent. Je pense que aussi, là, j'ajouterais juste une chose, c'est que là, on voit bien que cette mobilisation qui est sur place a un écho quand même assez fort partout, en fait. Parce que même les collectifs, en fait, français soutiennent Insalah, les collectifs anglais soutiennent. Il y a même maintenant des députés européens qui s'y mettent, José Bové, et tout ça donne de l'écho à la manifestation. Et plus il y a d'écho, en fait, plus il y a une chance, je pense, que le gouvernement algérien cède, même si je pense qu'il est quand même plus dur que le gouvernement français là-dessus. Mais plus il y aura un écho international, je pense, plus il y aura une pression qui sera faite. Bonsoir. C'est juste pour aller dans le même sens de la deuxième question de la dame. Je me permets de poser la question, nous en tant qu'Algériens ou bien en tant que militants ici à l'étranger contre le gaz de schiste, quelles sont les procédures judiciaires qu'on peut mener contre tout ce qui a été ratifié, soit par Sonatrach, le pouvoir algérien ou les compagnies étrangères? Parce que, sincèrement, en Algérie, les habitants de Insalah, ils ont vraiment montré vraiment un long souffle pour faire une action contre le pouvoir. Mais le pouvoir algérien, on le sait, ils peuvent rester là-bas même 6 mois, 1 an. Donc, d'ailleurs, en ce moment, ils sont en train de leur couper le gaz, le gasoil, l'électricité, juste pour un petit peu détourner l'attention des gens. Ils essaient d'acheter certains militants, ils essaient de faire beaucoup de pression. Donc, c'est pour ça, nous, en tant que militants contre le gaz de schiste à l'étranger, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement comme action? Merci. Qu'est-ce que l'on peut faire? Il faut manifester son rejet de ce qui se fait là-bas, de cette politique qui est adoptée par le régime algérien. Bon, il y a
toutes sortes de manières de rejeter ça, par des pétitions, par des manifestations diverses et variées. Enfin, ce que je sais par contre à coup sûr, c'est que le régime algérien, s'il est autiste face aux demandes du peuple algérien, est par contre extrêmement attentif de ce qui se dit à l'étranger et de ce que l'on pense de lui à l'étranger. Et s'il ressent une pression qui vient de l'étranger, alors là, il serait en mesure de faire marche arrière parce que cela leur fait extrêmement peur et voilà, donc si des manifestations citoyennes ont lieu à l'étranger et arrivent à faire en sorte que les pouvoirs exercent certaines pressions sur le régime algérien, là, effectivement, les choses peuvent changer. Si l'Union européenne, comme disait M. Porcher tout à l'heure, ou je ne sais pas, ou le gouvernement français, ou enfin, ou même simplement des ONG hein, qui s'expriment, etc., ça les embête beaucoup et ça les fait réfléchir et ça les amène à faire marche arrière. C'est ce qui a été prouvé en maintes occasions. Voilà. Et ça embête aussi beaucoup Total. Ça embête. Donc, bon, c'est dans cette voie qu'il faut aller. La première question, est-ce que l'Algérie a ou aurait une stratégie énergétique souveraine? Apparemment non. Qui consiste à considérer... Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Est-ce que l'Algérie aurait, au conditionnel bien entendu, une stratégie énergétique souveraine qui consiste à étudier ce que l'Algérie doit vendre à court terme, à moyen et à long terme, quel type d'hydrocarbures il doit vendre, et quelles sont les réserves stratégiques, notamment le gaz, qui est le produit stratégique, qui devrait être gardé pour les générations futures. Est-ce qu'il y a une stratégie énergétique souveraine? Ça, c'est ma première question. La seconde, on est un peu étonné. Il semble que l'Algérie continue à céder des gisements de gaz conventionnels, gaz et condensat, gaz GPL et condensat, à des compagnies étrangères, et en même temps, elle se tourne vers le gaz de schiste. Donc, parmi les cas ou les exemples nombreux, multiples, des gisements conventionnels cédés à des compagnies étrangères, le gaz à condensat de Tinkouyeta Bangkok cédé à Repsol Total, le gaz à condensat de Tigenpourin Kreshba de Tigenpour cédé à BP et Statoil, c'est le groupement JP-Gaz. Récemment, en 2012, ils ont cédé les gisements de Touat à GDF Suez, et ils viennent de céder également des gisements de gaz conventionnels, entre autres un gisement à gaz et condensat, à la compagnie Repsol, c'est le groupement Regan. Donc on ne comprend pas, d'un côté ils peuvent développer des gaz de schiste qui sont à risque et un challenge, disons, difficile, une technologie qu'ils ne maîtrisent pas. De l'autre côté, ils continuent à céder des gisements conventionnels de gaz riche, donc gaz, condensat et GPL à des compagnies étrangères. Autre chose, les gisements algériens de gaz et de condensat et de GPL sont très mal gérés, leur exploitation n'est pas optimisée pour des raisons très simples. C'est en raison de l'exploitation commerciale excessive dirigée vers l'étranger. Donc les propres gisements de la Sonatrach, de conventionnels, sont très mal gérés en raison d'une production excessive, démesurée, destinée à l'exportation. Donc ce sont des gisements, nombreux sont des gisements qui sont passés en dessous de seuil de pression, tel que le seuil de pointe de rosée, c'est-à-dire des molécules très lourdes qui seront restées dans le gisement à vie, qui ne seront pas produites, en raison d'une production non optimisée et excessive pour répondre à
l'aspect commercial, c'est-à-dire destiné à l'exportation. Donc je voudrais que M. Marty nous illumine un peu, nous éclaire sur ces contradictions. Merci. Alors, en ce qui concerne la première question de la stratégie énergétique souveraine, il est clair de tout ce que j'ai dit que l'Algérie n'en a pas. J'ai dit que c'est tout d'un coup en 2011 que l'on a découvert que la production pétrolière était en train de baisser, que la consommation de gaz intérieur était en train d'augmenter vertigineusement. Or, tout ça, ce sont des choses qui se prévoient, qui s'étudient à l'avance. On établit des programmes. C'est au moins 10 ans avant que l'on doit savoir que la production, que la consommation de gaz va atteindre tel ou tel niveau, de manière, et on doit se préparer à cela. Or, la manière dont le pétrole et le gaz algérien sont exploités, c'est au jour le jour, et on produit tout simplement pour produire et pour faire rentrer de l'argent, et uniquement cela. On ne se base pas du tout sur les besoins réels du pays. Jamais il n'y a eu une étude, à ma connaissance, qui a été faite, qui démontrait quels étaient les revenus que l'Algérie retirait de ses hydrocarbures et quels sont de quoi avait-elle besoin comme ressources financières pour couvrir tous ces besoins. La preuve, c'est qu'il y a eu des périodes où on s'est retrouvé, parce que les prix du pétrole ont chuté, on s'est retrouvé endetté, et il y a des périodes comme la période actuelle où l'Algérie prête de l'argent au FMI. Donc on accumule des sommes d'argent tout simplement, alors qu'il aurait mieux valu encore l'équivalent de ces 200 milliards. Ces 200 milliards, il n'y a pas longtemps, je crois que maintenant ils sont tombés à 179. Ces 200 milliards de dollars qui dorment dans des banques américaines, ils auraient mieux fait de les laisser en pétrole dans les gisements sous-sol, plutôt que de les transformer en papier. Donc, ceci d'une part. D'autre part, il ne faut pas oublier que le régime algérien est un régime qui ne survit que grâce justement à l'argent du pétrole et, comme je disais tout à l'heure, au soutien qu'il arrive à acheter à l'étranger grâce à donc sa politique énergétique est complètement orientée dans ce sens-là, et donc elle n'est pas souveraine. J'ai cité l'exemple du ministre de l'énergie qui a produit toutes vannes ouvertes sur tous les gisements pétroliers. Il ne faut pas oublier qu'il a fait cela de connivence, enfin, je dirais peut-être même sur l'ordre du président de la République, M. Bouteflika, qui est parti en 2001 aux États-Unis au lendemain des attentats du 11 septembre pour exprimer au président George Bush sa compassion et le soutien du peuple algérien au peuple américain, etc. Eh bien, il en a profité pour passer un véritable accord avec M. Bush, votre soutien contre notre pétrole. Et c'est comme ça qu'est née la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui avait été faite à ce moment-là et qui mettait les ressources pétrolières du pays à disposition des multinationales américaines pétrolières, et qu'il y a eu toutes sortes d'autres accords dont je ne parlerai pas ici puisqu'ils n'ont rien à voir directement avec le pétrole, mais néanmoins, et M. Bouteflika a lui-même écrit de sa propre main un article qui a été publié par le Washington Times le 22 novembre 2001, dans lequel il dit que l'Algérie a pour ambition de devenir le premier fournisseur africain des États-Unis en pétrole, et que l'Algérie était prête à satisfaire toutes les demandes de l'État, des États-Unis d'Amérique. Donc, comment voulez-vous que la politique soit souveraine quand vous vous engagez à ce point-là? Donc, il n'y a pas de politique souveraine. Maintenant, en ce qui concerne le gaz conventionnel, certes, de toutes les façons, quand on parle de gaz algérien, ce n'est pas du gaz qui est produit uniquement par la Sonatrach. C'est du gaz qui est produit
en général, sont des associations de Sonatrach avec des partenaires étrangers. Et sauf que c'est le seul aspect positif, si l'on veut, dans cela, mais c'est que la Sonatrach a le monopole de la distribution et de la commercialisation du gaz. Et par conséquent, une compagnie pétrolière qui découvre du gaz en Algérie doit le céder à la Sonatrach qui, elle, soit le distribue à l'intérieur du pays, soit le vend à l'étranger. Mais néanmoins, la Sonatrach l'achète, bien entendu, à cette compagnie. Donc, le fait qu'il y ait Repsol ou qu'il y ait X ou Y, à la limite, ce n'est pas tellement gênant. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que le prix du gaz à l'intérieur du pays est nettement inférieur au prix à l'international. Et cette disposition, qui est elle aussi vieille de plus de 30 ans au moins, a été prise pour répondre aux besoins du peuple, c'est-à-dire pour mettre une énergie à un prix raisonnable à disposition du peuple. Sauf que il y a deux déviations, si l'on veut, qui ont été prises. La première, c'est que, ce qui était vrai il y a 30 ans, l'est probablement un peu moins, d'autant plus que les prix n'ont pas changé. Donc, il y a certainement une revision de prix qui devrait se faire pour agir un peu aussi sur la demande intérieure. Mais surtout, ce prix est accordé également aux entreprises qui utilisent le gaz comme source d'énergie ou comme matière première. Et c'est le cas, entre autres, d'un certain nombre d'usines, de production de polymères, enfin de toutes sortes de produits créés en association avec des partenaires étrangers et qui ont des pourcentages très significatifs, puisque ça va jusqu'à 49%, donc, et à un prix très bas. Alors que ces mêmes partenaires qui travaillent dans d'autres pays du monde et qui ont la même activité, qui produisent également des polymères, paient ce gaz-là ailleurs au prix international. Et donc c'est ça qui n'est pas normal. On devrait Et troisièmement, toujours pour en revenir au gaz conventionnel, à partir de ce gaz conventionnel, on fabrique également ce que l'on appelle les LPG, donc le butane et le propane. Et ça revient encore une fois au problème de corruption, malheureusement. Les bouteilles de butane algérien, on les trouve beaucoup plus facilement au Mali qu'en France, qu'en Algérie, parce qu'il y a tout un trafic vers le Mali, évidemment avec la complicité d'un tas de grosses huiles, comme on dit. Donc, voilà en ce qui concerne le gaz conventionnel. Et enfin, dernière chose à signaler en ce qui concerne le gaz conventionnel, on s'entête à vouloir produire du gaz de schiste alors qu'il y a nombre de gisements de gaz conventionnel qui ne sont pas en exploitation pour la simple raison qu'ils sont considérés comme non rentables parce qu'ils sont mal situés géographiquement, ils sont loin d'un gazoduc ou des choses comme ça, mais compte tenu de la demande et compte tenu de la situation actuelle, ces gisements deviennent ils reviennent certainement, la production de gaz à partir de ces gisements est certainement meilleur marché que celle à partir des gisements de gaz de schiste. Et donc, il y a encore beaucoup à faire dans le domaine du gaz conventionnel. Pardon, Monsieur Marie, j'ai parlé de la mauvaise gestion des gisements conventionnels confiés à des entreprises étrangères, notamment le maintien de pression, qui n'est pas toujours selon les standards, des productions excessives qui déplètent les réservoirs et donc qui diminuent la vie de la production et qui exposent le champ à des coupes de déclin prématurées. Donc les compagnies viennent et exploitent d'une manière intensive à très très court terme et partent.
Et ce qui reste pour l'Algérie, des gisements déplétés, mal gérés et complètement, avec des pressions complètement inférieures aux pressions nécessaires pour l'exploitation convenable. C'est vrai, vous avez raison, mais ça revient à la première question de la stratégie souveraine. Il n'y en a pas, et on devrait pouvoir contrôler de manière beaucoup plus sérieuse l'exploitation, mais malheureusement, on donne le mauvais exemple. Hassirmel est exploité par la Sonatrach uniquement, et Hassirmel a été esquinté, excusez-moi le terme, en tant que gisement. On l'a déplété à un point tel qu'il y a des réserves énormes, des milliards de mètres cubes que l'on ne sortira jamais de Hassirmel, parce que c'est du gaz qui a été piégé par une mauvaise exploitation du gisement. Alors quand vous le faites vous-même, c'est un peu difficile de demander aux autres de faire mieux aussi. Monsieur, on va donner parce qu'il y a plusieurs interventions. Un petit détail. La politique consistait essentiellement à vendre. Monsieur, que ce ne soit pas une discussion bilatérale, on donne, si vous voulez, vous pouvez toujours en parler en aparté, donc on va donner peut-être la chance aux autres de poser leurs questions. Donc je crois que j'ai une... Voilà, pardon. Non, c'est voilà. Donc, en fait, c'est au sujet des énergies renouvelables. On sait que l'énergie renouvelable est l'alternative de choix. Après, est-ce qu'on a préparé cette transition énergétique dans le coût est quand même important, clairement. La question que j'ai, c'est par rapport au gaz de schiste. Je pense que c'est normal qu'on ait une préoccupation sur le plan environnemental et justement que les gens ont peur de la destruction de ce beau Sahara. Après, est-ce qu'on a vraiment assez de recul vis-à-vis des opérations et justement d'exploitation de gaz de schiste, sachant qu'aujourd'hui dans le monde, le seul exemple, ou le plus gros exemple qu'on ait maintenant, c'est les États-Unis. D'accord? Un pays où les contraintes environnementales ne sont pas très importantes, du moins pour plusieurs États, peut-être pas tous, mais quand on parle de la Californie ou du Nord, on va faire un petit peu plus attention, mais quand on parle du Texas, par exemple, c'est toute autre législation. D'accord? Donc, c'est vrai que nous avons l'exemple des États-Unis, dans la densité, justement, par exemple, on parle de la densité des puits qui est très importante, dont M. Borchet a déjà évoqué, dans le sens où les États-Unis produisent aujourd'hui équivalent, un montant équivalent à l'Arabie Saoudite, donc dans les 11 millions de barils, et sachant qu'ils portent à peu près 100 fois plus de puits qu'en Arabie Saoudite pour produire la même quantité. D'accord? Par ailleurs, donc, encore une fois, c'est des roches compactes, donc on se retrouve à faire plusieurs fracturations lors de la vie d'un puits, avec un montant d'eau que vous avez déjà, la quantité d'eau que vous avez déjà évoquée. Donc on parle à peu près de 15 000 mètres cubes, et c'est 4 à 6 piscines olympiques, pour mettre ça dans un chiffre un peu plus parlant. Donc vraiment, je me pose la question si aujourd'hui les gaz de schiste on atteint le seuil de rentabilité à $75 par baril. Est-ce qu'en faisant un petit peu plus d'efforts sur l'environnement, clairement, ça serait pas rentable à ce prix-là, d'accord? On serait à des prix beaucoup plus élevés. Donc le prix du baril actuel, clairement, ne le permet pas, d'accord? Mais est-ce qu'on a assez de recul sur ces technologies? Est-ce qu'on a essayé, par exemple, excusez-moi, par exemple la fracturation au CO2? On sait que, par exemple, le CO2, quand il a une absorption qui est très importante par les gaz de schiste, par la formation, par le schiste, et donc ça permettrait une production éventuellement importante, mais je ne saurais pas dire parce qu'on n'a pas assez de recul, encore une fois, sur cette technologie. Est-ce qu'en faisant des études géomécaniques poussées, on pourrait justement avoir une meilleure production aussi et éviter
de faire une fracturation à tout azimut, parce qu'en fait, il y a toujours des fractures naturelles qui existent dans le gisement et qui, justement, poussent le gaz à s'échapper. Donc on voit des gaz éternels dans certains pays, etc. Et éviter les catastrophes environnementales telles que OKM 32, dont on connaît l'histoire en fait, qui est désastreuse dans le sud de l'Algérie à cause d'une mauvaise cimentation, qui a fini par justement la dissolution de la couche de sel dans de l'eau douce et donc la création d'un cratère qui de nos jours continue à avoir un impact très important sur l'environnement sur place. Mais surtout, on voit aussi, disons, de nouvelles préoccupations apparaître. La fracturation fait peur, alors que c'est une technologie qui existe depuis plusieurs décennies. D'accord ? Vous avez plusieurs pays, même s'ils n'exploitent pas les gaz de schiste, c'était des roches assez compactes, mais pas à l'échelle des gaz de schiste, où la fracturation à l'acide est nécessaire pour pouvoir produire. Donc, je crois qu'il y a plusieurs paramètres qui sont en train d'apparaître avec l'exploitation. Je dis qu'on ne connaît pas encore assez les possibilités, je ne sais pas. Je continue à m'enseigner. Moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est vraiment l'au-delà de bien qui soit utilisé pour la fracturation, or que la population de ferme en a besoin pour ne serait-ce que l'agriculture, pour que, la vie de tous les jours. Voilà. Donc, par rapport aux opérations, je ne sais pas si vous avez des réponses. On va peut-être. Oui, je vais être pris de succès par rapport à ma collègue. Monsieur Bati, vous avez cité la 2012 comme date charnière dans l'élaboration de la loi des hydrocarbures savamment orchestrée par Cheikh Oufli, aujourd'hui se trouve réfugié peut-être en Iran, dit-on. Mais par contre, de 2012 à 2014, le processus de l'exploitation de gaz de schiste, la politique, a été en ralenti. Mais à partir de 2014, ça veut dire le quitus pour le 4e mandat, on a vu le processus s'accélérer d'une manière effrénée. Dans ce cas précis, est-ce qu'il y avait réellement l'Algérie a signé ou a ratifié des accords avec des compagnies internationales via des États pour l'exploitation du gaz de schiste? Ça, c'est la question pour vous. Pour M. Porcher, la question c'est que est-ce qu'il y a une relation entre l'exploitation du gaz de schiste par la méthode fracking et le risque sismique, sachant que l'Algérie, il y a des plaques tectoniques au nord-ouest du pays. Est-ce que de ce côté-là, il n'y a rien de plus? Est-ce que vraiment il y a un risque sismique dans l'exploitation de la méthode d'exploitation de gaz de schiste et le risque sismique? Merci. Bonsoir. Vous pouvez poser la question maintenant? Oui. D'accord. Donc, ça sera très très court. J'ai le sentiment que, pour revenir au gaz de schiste, en Algérie, j'ai le sentiment que la solution serait le gouvernement. Et pourquoi pas, par exemple, là, envisager une autre solution, qui serait la suivante, un grand lit, mais à la condition qu'il y ait des normes de traitement de l'eau, d'une meilleure isolation des puits après fracturation, c'est-à-dire des rapports d'évaluation, d'isolation, et des choses comme ça. Voilà. Et c'est ça, est-ce que c'est mon avis d'envisager ça et de proposer ça à débat de manière à ce que, au final, ça devienne pas rentable. Voilà. J'ai une question qui n'a rien à voir avec ça. C'est par rapport, et j'ai du mal à comprendre les prix de découvrir le pétrole par rapport justement à cette exploitation du gaz de schiste. C'est-à-dire qu'il y a une fièvre de schiste, de l'autre côté, il y a une chute des prix, et on parle de comme quoi les besoins énergétiques, je ne sais pas si l'augmente ou diminue,
est-ce qu'il y a une relation entre cette pierre pour la gaz de schiste et la chute du pétrole? Ça, c'est la première. La deuxième, sachant l'influence des 7 sœurs du pétrole mondial sur la politique mondiale, est-ce que s'il y a un refus justement des citoyens à travers le monde de ce genre d'exploitation, ne pensez-vous pas qu'ils vont essayer justement de provoquer beaucoup plus de guerres, juste pour arriver à l'homme? On va répondre à la première question de la demoiselle. Alors, de madame. Je crois que la première question portait surtout sur le fait que vous disiez qu'il n'y a pas suffisamment comment dirais-je, n'a pas pu encore juger, si vous voulez, l'efficacité, si je comprends bien, est-ce qu'il faut, oui ou non, se lancer dans l'exploitation du gaz de schiste? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de faire plutôt des tests, des choses comme ça? C'était ça votre question, si j'ai bien compris. Alors, oui, bien sûr, normalement, c'est par là que l'on devrait commencer, faire des essais, voir ce que ça donne et voir quelles sont les potentialités, la possibilité de produire, etc. Sauf que, en Algérie, et d'ailleurs même à travers le monde, la technique actuelle utilisée, qui est celle de la fracturation hydraulique, n'est maîtrisée que par un certain nombre de compagnies. Et ces compagnies-là, Halliburton fait de la fracturation hydraulique pour la Sonatrach, mais en fait aussi pour Exxon ou pour Total ou je ne sais trop qui, pour les grandes compagnies, parce que c'est leur spécialité. Ce sont des sociétés de services qui fournissent ce service, et quand vous forez un puits, vous faites appel à toute une série de sociétés qui vous fournissent différents services. Alors, les tests sur la technique elle-même, pourquoi faut-il qu'ils se fassent en Algérie? Ils peuvent très bien. Pourquoi Halliburton ne va pas les faire aux États-Unis, qu'ils testent leur méthode aux États-Unis, et le jour où ils découvriront une technique qui n'est pas dangereuse pour l'homme et pour son environnement, qu'ils viennent travailler en Algérie ce jour-là. Bien sûr donc ça, c'est sur le plan de la technique. Et de toutes les façons, ce n'est pas la Sonatrach qui fera ce test-là. La Sonatrach, quand elle fera un puits pour produire du gaz de schiste, elle fera appel tout le temps à Halliburton pour faire ce boulot-là. Donc le test, oui, mais pourquoi l'Algérie? Or, malheureusement, il y a un certain nombre il y a des velléités de la part de bon nombre de compagnies de profiter justement de la situation, pas uniquement de l'Algérie, ils font la même chose ailleurs, hein, les multinationales, là où le pouvoir est plutôt faible ou laisse faire, elles en profitent pour faire ceci d'une part. D'autre part, en ce qui concerne également justement ces tests, qu'est-ce que l'on a fait en Algérie? On dit c'est des tests, ce sont des puits que l'on fait simplement pour calmer les ardeurs de la population. Alors on nous ramène un grand spécialiste qui est venu en Algérie pour exposer d'abord à l'intérieur de la Sonatrach, et éventuellement il était prévu pour qu'il passe ailleurs, et ça s'est arrêté au niveau de la Sonatrach, pour exposer la technique du gaz de schiste. Alors ce monsieur, il est patron d'un grand laboratoire situé en Pennsylvanie. La Pennsylvanie, il faut le savoir, c'est l'État américain qui produit le plus de gaz de schiste, et le gisement est connu, le Marcellus, c'est le nom du gisement, et l'organisme que dirige ce monsieur, c'est le Marcellus Center, je sais pas quoi, ce centre est financé par 300 compagnies qui toutes travaillent dans le domaine du gaz de schiste. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent, ce gars-là? Vous voulez qu'ils vous disent non, il ne faut pas le faire? Enfin, on se moque du monde. Donc, alors pour expliquer la nécessité de faire des tests, on ramène ce gars-là pour expliquer aux Algériens qu'il serait bon de faire des tests. Alors maintenant, la question concernant les accords éventuels de l'Algérie avec des États pour l'exploitation du gaz de schiste, parce que
les choses se sont accélérées à partir de 2014. Je ne sais pas s'il y a eu des accords. Ce que je sais, par contre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir qu'en 2014, c'est là que l'on s'est aperçu que finalement, ça n'intéressait pas l'étranger, puisque sur les 7 permis qui étaient censés contenir du gaz de schiste, il n'y a eu aucune proposition. Et il ne faut pas oublier qu'il y a eu également, en 2014, la réélection pour un 4e mandat de M. Bouteflika avec l'état de santé dans lequel il est. Bon, et comme on le sait, ce 4e mandat a été financé essentiellement par des oligarques algériens, des gens, des milliardaires qui ont énormément d'argent et qui de plus en plus s'installent au sein du pouvoir. Alors, voyant l'état de santé dans lequel se trouve le président de la République, bon, tout le monde est en droit de penser que, bon, il va peut-être partir bientôt. Hein. Je m'excuse, mais c'est la réalité. C'est comme ça que les gens pensent. Alors, ces gens-là, qui sont surtout, c'est des nouveaux arrivants sur dans le domaine du business, ont des appétits féroces. Il faut que l'on profite de la rente pétrolière le plus possible parce que le temps est limité. Ça va durer ce que ça va durer. Et par conséquent, une des manières donc de profiter de cette rente, bon, ben, il faut la recréer, cette rente, et puis, bon, le domaine pétrolier, on connaît. Le solaire, on ne connaît pas. On n'a pas ces liens, on n'a pas ces contacts, on n'a pas les gens avec lesquels on a l'habitude de travailler et qui vous versent des commissions à droite et à gauche. Hein. Donc, voilà ce que... la corrélation du gaz de schiste et des prix du pétrole, il y a certainement une corrélation entre l'exploitation des hydrocarbures de schiste, c'est-à-dire pétrole et gaz, et le prix du pétrole. La preuve en a été donnée au mois de novembre dernier, quand l'OPEC s'est réunie et a décidé, à la demande et sur l'insistance de l'Arabie Saoudite, de maintenir sa production à 30 millions de barils jour. Alors maintenir cette production, ça voulait dire garder un marché inondé, un marché du pétrole inondé, et par conséquent une chute des prix. C'est ce que l'on a constaté effectivement, surtout depuis cette date-là, bien que les prix avaient commencé déjà à chuter beaucoup plus tôt. Mais enfin, à partir du mois de novembre, c'est là que la chute s'est accentuée. Et une des raisons pour lesquelles l'Arabie Saoudite a pris cette position, à savoir de maintenir d'exercer des pressions sur les autres membres de l'OPEC pour qu'ils ne diminuent pas leur production et que la production soit maintenue à 30 millions de barils jour, c'était précisément pour répliquer à l'action des compagnies américaines qui s'étaient lancées dans la production de pétrole et de gaz de schiste aux États-Unis et qui avaient petit à petit grignoté les parts de marché de l'Arabie Saoudite. Et donc, l'Arabie Saoudite voulant récupérer ses parts de marché, donc a maintenu cette production, avec comme dans l'espoir que ceci amènerait ces compagnies pétrolières à disparaître petit à petit du marché. Et effectivement, cette politique semble bien marcher, puisque le pétrole, l'exploitation des hydrocarbures de schiste aux États-Unis, c'est une bulle pétrolière, c'est une bulle plutôt qui va éclater un jour ou l'autre. Hein, et l'exploitation n'a été possible qu'à partir du moment où M. Bush et les pétroliers texans sont arrivés à la Maison-Blanche et où toute la politique américaine était basée uniquement sur les besoins énergétiques du pays et pour la satisfaction de ces besoins. Donc, il y a eu toute une série de lois, de dispositions qui ont été prises pour augmenter donc la production d'énergie aux États-Unis et entre autres en ce qui concerne les hydrocarbures de schiste, il y a eu des dispositions
financières prises par les banques, des prêts accordés de manière très laxiste, et quiconque voulait avoir un prêt pouvait aller, pensant qu'il a du gaz de schiste dans son jardin, alors il va forer, il a besoin d'argent, il va à la banque, et la banque lui a accordé les prêts nécessaires. Bon, déjà, avant même la chute des prix, bon nombre de compagnies avaient commencé à avoir de grosses difficultés à rembourser leurs prêts. Depuis la chute des prix, il y en a pas mal qui ont déjà disparu du marché. Évidemment, c'était les plus petites, les plus faibles. Les plus solides, celles qui avaient les reins plus solides, tiennent encore le coup. Mais néanmoins, ce que l'on a constaté aux États-Unis, c'est une chute vertigineuse du forage. Les milliers de forages dont parlait M. Porcher tout à l'heure sont en train de se transformer plutôt en centaines. Hein. Ce n'est plus des milliers, parce que à partir du moment où les prix du pétrole ont chuté, donc les producteurs, ils ont suffisamment de pétrole à leur disposition avec leurs installations actuelles et avec ce qu'ils exploitent à l'heure actuelle. Donc, ils n'avaient aucune raison de revoir leur programme de développement. Et revoir le programme de développement, ça veut dire d'abord commencer à faire de nouveaux forages. Et donc, ayant stoppé leur programme de développement, c'est les compagnies de forage qui ont été les premières à payer les pots cassés, si l'on veut, d'une telle politique. Et il y en a beaucoup qui ont fait faillite. Alors, les prévisions qui sont à peu près faites, c'est que les prix, d'abord, le prix du pétrole ne reviendra jamais aux 120, 130, 150 dollars le baril avec lesquels il flirtait il y a quelques 2 années, d'une part. D'autre part, même la remontée des prix, une remontée à peu près correcte pour revenir dans des niveaux de 70 à 80 dollars, ce serait probablement pas avant 2016. Et d'ici là, il va s'en passer des choses sur le marché. Et donc, ceci pour dire qu'il y a effectivement une corrélation directe du gaz de schiste avec les prix du pétrole. Voilà, je crois que c'était ça les questions qui ont été posées. Je crois qu'il y avait des questions dirigées pour Oui. Je vais me permettre même, de répondre un peu, de donner mon avis, mon avis modeste. Je pense, moi, alors je sais pas, parce que je connais moins bien le problème que vous, et encore moins bien que M. Malti, mais je pense que le problème d'Insalah, c'est vraiment, voilà, la population a eu les essais nucléaires, il y a eu le stockage de CO2, aujourd'hui on lui présente le gaz de schiste, et elle se dit, voilà, c'est le truc de trop. C'est ce qui s'est passé. Enfin, je vois toujours des corrélations un peu partout, parce que finalement l'histoire est toujours un peu la même. En France, c'était pareil. On leur a dit, mais vous avez déjà eu du pétrole dans les zones où vous êtes. Dans le 77, il y en a déjà eu du pétrole. Pourquoi vous n'en voulez pas? Parce que c'est du pétrole de schiste. Parce que les gens ont dit, vous nous avez fait une fois le coup, vous pouvez pas nous le faire 2 fois. Voilà. Et je pense que c'est ce qui se passe aussi à Insalah. Les essais nucléaires, le stock, là, le gaz de schiste, ils disent, bon, bah voilà, c'est le truc de trop. Cette fois-ci, ça ne passe pas. Alors que comme vous me l'avez dit, c'est une population qui est extrêmement calme, qui a voté plutôt pour le gouvernement qui est en place, qui n'a pas l'habitude de se lever et qui là s'est dit, c'est la fois de trop. Donc ça, je pense que c'est ce qui s'est passé. Sur la fracturation hydraulique, ce qui est hallucinant, c'est que vous savez, quand nous, on l'a interdit en France, pareil, le débat a été extrêmement tourné au ridicule en disant « Oh là là, les mecs du Gard, ils ne comprennent rien, les citoyens ne comprennent rien. » Après, on s'est dit « Il n'y a que nous, la France et la Bulgarie, alors que tout le monde y va. » En prenant, vous savez, cette posture encore en disant que la Bulgarie, forcément, ne comprend rien et que nous, si on fait comme elle, c'est qu'on ne comprend rien non plus. Parce que la Bulgarie n'a pas le droit de bien comprendre. Elle doit toujours mal comprendre. C'était un peu ça la posture. Et de dire que tout le monde y allait, sauf nous et la Bulgarie. Mais vous regardez aux États-Unis, en Pennsylvanie, ils commençaient à forer, ils s'approchaient de l'État de New York. L'État de New York a dit stop. Et maintenant, la fracturation hydraulique est interdite dans l'État de New York. Donc vous voyez, donc là, les New-Yorkais sont maintenant idiots, aussi idiots que les Français. Ça, les gens évitent de le dire. Enfin, l'État de New York a interdit la fracturation hydraulique. Et il y a eu des moratoires dans beaucoup d'États américains. Donc si cette technique était si sûre que ça, si fiable, pourquoi certains États américains n'en veulent pas non plus? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur les séismes. Bah oui, on a vu dans des États, effectivement, alors ça dépend beaucoup de la roche, donc il faudrait aller voir. En Californie, par exemple, la roche était tellement mal faite qu'effectivement, il y aurait pu y avoir des séismes. Mais on a vu dans certains États américains qu'il y avait un peu plus de séismes que d'habitude, et que bon, il y avait, alors peut-être qu'à Insalah, ce sera
ce ne sera pas le problème, mais qu'il y avait notamment en Pologne, etc., des micro-séismes qui provoquaient notamment des fissures sur les habitations et des choses comme ça qui dévaluaient complètement le prix de l'immobilier. Alors ça, vous dites ça, en France, ça prenait, dans le 77, quand on leur dit ça, ils se disent « oulala », parce que les gens payent pendant 25 ans un appartement en espérant que ça coûte beaucoup plus cher. Et là, si on leur dit que ça va perdre de la valeur, notamment en Pennsylvanie, certaines maisons ont perdu jusqu'à 25% de leur valeur suite à un forage qui était aux alentours, parce que justement, il y avait des micro-fissures, il y avait aussi ça dérangeait au niveau visuel et même au niveau du bruit, etc. Et avec les risques de pollution. Et la dernière chose que je dirais, c'est la question sur les normes. Est-ce qu'on pourrait le faire s'il y avait des bonnes normes, etc. On se retrouve encore dans le problème de qui fait les rapports, comme vous l'avez dit. Qui est-ce qui va dire qu'effectivement, maintenant, c'est le bon niveau pour le faire? Enfin, quand il y a eu cette plateforme qui a coulé dans le golfe du Mexique aux États-Unis, pour regarder le rapport, disait qu'il y avait 0% de risque, alors que le 0% n'existe pas, hein, mais il n'y avait aucun risque que ça coule, et si ça coulait, le couvercle serait rebouché très rapidement. On a mis 3 semaines à le reboucher. En 3 semaines, ça coulait dans l'océan. Enfin bon, ça s'est passé aux États-Unis, donc BP a dû payer à peu près 10 milliards. Vous aviez une marée noire dans le Nigeria où Shell n'avait jamais rien payé, et grâce à la pression des ONG, a fini par payer 1 milliard. Donc on voit bien finalement qu'un Nigérien ne vaut pas autant qu'un Américain, et que la capacité juridique du Nigeria n'est pas la même que les États-Unis, mais ça on le savait. Donc vous voyez, il y a cette question-là des rapports. Moi je le vois même à l'échelle française. Nous on a notre production, on a aussi notre rente quelque part, c'est le nucléaire. Nous on s'est développé, on a développé le nucléaire. On a 42% du bilan énergétique qui est du nucléaire, alors que le bilan mondial c'est 6%. Donc on est une exception, on est des producteurs de nucléaire. Vous regardez aujourd'hui les rapports qui sortent. L'EPR, qui est produit par Areva avec EDF, qui est soi-disant un réacteur nucléaire de 3e génération extrêmement avantageux, compétitif. Il a été prévu à 3 milliards en 2005. Aujourd'hui, il va valoir 9 milliards. Il a 4 ans à 5 ans de retard. Et là, il y a un catéchisme qui est répété par les politiques pour dire « Non, c'est génial, c'est compétitif, c'est super. C'est tellement compétitif que les Chinois à qui on l'a vendu n'en veulent plus maintenant. Les Indiens qui en voulaient n'en veulent plus non plus. » Voilà. Mais nous, on commence à dire « Oui, c'est super. » Et ben, je pense qu'il se passe un peu la même chose en Algérie avec le pétrole où c'est génial, allons-y, c'est super, ça va nous sauver. Et on voit les résultats finalement ne sont pas au rendez-vous. Voilà. Non, on doit arrêter. On va prendre juste la dernière question de Léa. Privilège de membre de la chasse. Une dernière question, si vous pouvez me répondre. C'est sur les manières, les façons de lutter contre ce projet de gaz de schiste en Algérie. Monsieur tout à l'heure, il a dit un mot, il faut se tourner vers Total. Alors, il est vrai qu'en Algérie, les contestations, les principales contestations se tournent vers le régime, vers l'État, à Montréal. C'est de la société. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de se tourner vers ces compagnies internationales qui ont cette technologie de facturation électronique et qui, sans elles, sans la PAC, ne pourraient rien faire dans ce sens, et avec le soutien d'une certaine internationale anti-gaz de schiste, on ne voit pas malheureusement aujourd'hui, malgré que le problème se pose sérieusement en Europe et en France. Par exemple, nous, en tant qu'Algériens, on nous a annoncé le gaz de schiste. Bien, le ministre français de l'Affaire, c'est Laurent Fabius qui nous a annoncé. On nous a annoncé l'ouverture du ciel algérien aux avions de combat de l'OTAN et français. C'était le ministre français qui nous l'a annoncé, qui a pensé. Donc, on comprend très bien qu'on n'est pas à l'état de ce point. Donc, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de se tourner vers ces compagnies-là, qui, sans elles, la fracturation hydraulique n'aurait pas lieu en Algérie? Et deuxième chose, comment vous expliquez le silence des écologistes européens et notamment français qui participent au gouvernement en 2014 suite à l'accord passé entre les deux gouvernements algériens et français quant à l'exploitation du gaz de schiste. Moi, je peux répondre. Moi, je pense qu'effectivement, les compagnies françaises, elles sont en France, elles ont une responsabilité, elles sont partie prenante. Enfin, on ne peut pas accepter qu'une compagnie, même on ne peut pas accepter que chez nous, on dise « Ah non, c'est dangereux » et qu'on le permette ailleurs. C'est comme le travail des enfants. Chez nous, c'est interdit. On ne doit pas permettre qu'une compagnie française fasse du travail des enfants dans un autre pays. Si c'est interdit chez nous, on doit imposer
sans hypocrisie, les mêmes normes de l'autre côté. Alors chez nous, on ne veut pas et on laisse nos compagnies aller le faire. Alors c'est pas une compagnie publique Total. Si c'en était une, ce serait beaucoup plus grave. C'est une compagnie privée, 100% privée. C'est pas EDF, c'est pas GDF. Donc là, l'État va dire la réponse habituelle, oui, mais on ne peut rien faire. Mais je pense qu'il faut faire pression. Ici, vous savez, il y a eu une affaire que j'avais vue à la télé l'autre fois et je trouvais ça plutôt intelligent. Il y a une ONG qui a attaqué Vinci pour la façon dont elle traitait les travailleurs au Qatar. Donc on avait l'habitude toujours de dire « Ah, c'est le Qatar, ils sont méchants », mais c'est nos sociétés en partie qui sont là-bas aussi et qui profitent de ça. Et là, l'ONG a dit « Je vais attaquer Vinci en France parce que pour mauvais traitement envers les salariés ». Et je pense que ça, c'est une solution aussi parce que finalement, Total est une société française, elle est partie prenante de quelque chose, de la fracturation hydraulique, donc on peut faire pression sur cette société. Voilà. Après, sur le silence des écologistes, je vous ai trouvé un petit peu dur. Moi, je ne suis pas de politique. Mais là, récemment, quand même, il y a eu des grosses prises de position de députés européens écologistes, et d'ailleurs qui vont faire des séminaires là-dessus. Il y a même un séminaire qui va être organisé contre le gaz de schiste au Parlement européen où une délégation algérienne va être invitée. On va voir si elle peut sortir. Enfin, ils vont essayer de la faire sortir d'Algérie. Donc, il y a quand même une mobilisation de certains politiques contre ça, et même certaines associations dont je ne fais pas partie, comme Attac, etc., qui dénoncent quand même le point de vue de Total en Algérie et qui soutiennent les mobilisations. Bon, merci beaucoup en tout cas, merci de votre présence. Merci à nos intervenants d'avoir animé cette conférence.